Et aujourd'hui, on a voulu réunir des militantes de moins de 30 ans pour raconter les 30 ans de la Fédération, puis pour revisiter les grands moments de notre histoire syndicale. Donc avec moi, j'ai Joanie Hallé qui vient du 6 Montérégie-Est. Elle est infirmière clinicienne et elle est impliquée dans son syndicat depuis 8 ans. À ma droite, Jessica Bédard, du sud du nord de l'île de Montréal, qui est infirmière auxiliaire, impliquée depuis 3 ans, et c'est le premier congrès à l'Afrique. Anthony Bossé, lui, vient de l'IUCPQ, qui est un syndicat non fusionné, un établissement non fusionné de Québec. Il est infirmier et impliqué dans son syndicat depuis 4 ans. Et à ma gauche, Michael Potvin, qui vient du 6 de l'Outaouais, qui est infirmier auxiliaire, qui est impliqué depuis 4 ans dans son syndicat et pour qui c'est aussi le premier congrès. Donc, pour faire l'exercice d'aujourd'hui, évidemment, comme on n'était pas là pour la plupart des événements, pour plusieurs événements dont on va vous parler, on a travaillé avec des gens qui ont vécu ces événements-là dans le but de les remettre en contexte et de mieux les comprendre, pour les comprendre avec nos yeux de 2017. On voulait, avec ce panel-là, vous partager un petit peu l'atmosphère qui régnait dans les instances quand ces décisions-là étaient prises, quand les moments forts de la Fédération se sont produits. Évidemment, ce ne sera pas un cours d'histoire. Vous allez voir qu'on sort plusieurs éléments. On va avoir une période d'échange à la fin, donc il y en a qui vont venir compléter. On n'ira pas dans les dossiers sur le fond, comme je vous disais. Puis on va parler plutôt d'expérience et du vécu des gens qu'on a rencontrés. Par contre, avant d'aller un peu plus loin dans l'histoire de la Fédération, nous, on a monté ce panel-là grâce à la structure jeune. Et puis, quand on s'est rencontrés, c'est la première question qu'on s'est posée, en fait, comment c'est venu ce besoin-là à la Fédération d'avoir une structure jeune, puis pourquoi, en 2008, on a ressenti le besoin de la créer, cette structure-là? Au début des années 2000, pour la FIC, la nécessité de recruter une relève syndicale devenait de plus en plus apparente. Dès que la FIC s'est relevée des lois 25 et 30, les travaux pour concrétiser un lieu de participation syndicale pour les jeunes ont pu commencer. Ça allait si bien qu'en 2008, le premier comité jeune fut créé. L'objectif de ce comité, c'était de donner plus d'occasions de militer à des jeunes déjà militants dans leur équipe locale, mais c'était aussi de tenter de changer nos pratiques syndicales. Le réseau il était vu comme un tremplin pour les membres ou militantes impliqués syndicalement ou même voire pas du tout. Du point de vue d'une jeune militante ou même d'une nouvelle militante du cours, les instances vont beaucoup trop vite. Il y a beaucoup de procédures, c'est difficile de savoir quand et comment prendre la parole pour que nos idées soient bien entendues. Donc, en fait, la création du comité des jeunes et du réseau, c'était une manière de favoriser le développement de leur intérêt sociopolitique afin de les inciter à s'impliquer au niveau syndical. Mais que ce soit un besoin qui était énoncé par les jeunes, nous voulions leur donner une tribune afin qu'ils se reconnaissent dans les pratiques de leur syndicat. On voulait en fait mettre à l'épreuve le fonctionnement commun du syndicat en les soumettant à un nouveau regard. Dans un cadre moins contraignant que celui de la structure actuelle, de la structure des jeunes, pardon. Donc, avec le temps, le mandat de la structure syndicale a évolué, notamment en ce qui concerne le rôle du recrutement syndical à celui du rôle d'éducation politique. Et il faut dire que les choses évolueront encore dans l'avenir. Et notre prochaine relève arrivera à son tour. Alors, comme mes collègues le disaient, la structure jeune, ça peut agir comme tremplin, puis les panels d'aujourd'hui, c'est un des exemples de à quoi ça peut servir la structure jeune. En fait, le comité des jeunes nous a aidé au printemps 2017 à recruter des volontaires, puis à donner la parole à d'autres jeunes qui s'impliquent, qui sont présents dans les réseaux. L'exercice d'aujourd'hui a non seulement l'objectif de donner la parole aux jeunes, mais c'est aussi, vous savez, dans nos milieux de travail, la main-d'œuvre se renouvelle, autant chez mes collègues salariés de la Fédération, que les militantes, que la main-d'œuvre du réseau de la santé. Il y a un grand renouvellement qui est rapide aussi. Alors, évidemment, ça soulève la problématique de conserver notre mémoire collective. Donc aujourd'hui, c'est dans cette optique-là qu'on a réuni le panel. Donc les sujets qu'on va aborder, les deux grèves, évidemment, ça fait partie de l'ADN de la Fédération. Donc c'est des sujets qui sont inévitables quand on pense à l'histoire de la Fédération. On va aussi parler de l'évolution de son membership, l'évolution des structures dans le temps. Puis avant de rentrer réellement dans l'histoire de la FIC,
87, on va remonter encore plus loin en arrière, parce qu'il y a d'autres moments où des syndicats de professionnels en soins et d'infirmières qui ont fait des coups d'éclat qui étaient fort inspirants et qui éclairent aussi ce qu'on fait encore aujourd'hui à la Fédération. La Fédération a souvent entrepris des actions qui étaient aussi audacieuses que créatives. Juste un exemple archéologique. Avant même la création de la FIC, l'une de ses futures composantes a utilisé un moyen ingénieux de faire parler d'elle. Les infirmières IU, dont la présidente était alors Hélène Weber, ont proposé ce qui était même l'antithèse même d'une grève comme moyen de pression. On parle maintenant de l'anti-grève. Pas que les infirmières étaient contre la grève, il faut bien se comprendre. Le principe même d'une grève, c'est de s'attaquer au portefeuille de l'employeur en retirant une partie ou la totalité de la main-d'œuvre. Mais vu que le système de santé québécois appartient au public, l'impact économique est moindre. Donc le syndicat va fournir une présence supérieure aux équipes normales pour, si jamais les employés devaient être payés, l'employeur paierait maintenant plus cher, et donc là on aurait l'impact économique d'une grève. Mais par son contraire, l'anti-grève, est-ce que vous me suivez toujours? Ça a fait couler beaucoup d'heures par le moyen de pression utilisé. Mais ça n'a pas fonctionné parce que les services essentiels, ça ne fonctionne pas là-bas. Les services essentiels, on sait tous que quand le gouvernement les a créés, c'était pour empêcher le syndicat de faire des vraies grèves. C'était certainement pas dans le but que l'employeur. C'était certainement pas dans le but que l'employeur fasse des rachats. Au fond, l'anti-grève aurait été un symbole servant à exposer les incohérences du réseau de la santé à l'époque. Des incohérences qui sont encore très d'actualité. Malgré tout, ça aurait été un exemple intéressant de la créativité des professionnels en soins en matière de contestation. On peut dire effectivement en matière de créativité, c'était un exercice qui était intéressant. Le symbole était fort parce que 40 ans plus tard, on en parle encore aujourd'hui. C'est un épisode qui est curieux, fascinant en même temps. Mais maintenant, si on continue dans notre chemin vers la Fédération de 87, avant d'arriver à la FIC de vie, les syndicats de professionnels en soins étaient loin des alliés naturels. C'est en fait tout le contraire. La concurrence est extrêmement forte dans les années 80 entre les syndicats d'infirmières pour s'arracher le membership d'une négociation à l'autre. Regrouper trois grands syndicats d'infirmières, trois fédérations avec leur histoire, leur pratique, ça allait demander à tout le monde de mettre énormément d'eau dans son vin. Effectivement, les syndicats des infirmières du Québec avaient passé la majeure partie des années 80 à s'allier puis à se trahir. Négociation et maraudage faisaient partie du portrait. Les infirmières unies de la FIU, surtout dans la région de Montréal, avaient élargi leur membership, autrefois restreint au milieu anglophone, pour l'élargir pour syndiquer les infirmières du milieu francophone. La Fédération des SPIC et de la FQII se partageaient les régions du Québec. L'AIM affiliée à la FQII, à l'époque, il faut noter que cette fédération regroupait les infirmières qui étaient désaffiliées de la CSN dès 1975. Même si on attribue les gains du conflit historique de 1969 des infirmières de Sainte-Justine à la CSN et à son négociateur de l'époque, Marcel Pépin. On est forcé d'admettre que toutes les infirmières n'étaient pas si heureuses de leur situation syndicale dans les unités générales de la Fédération des affaires, la Fédération de la CSN qui deviendrait l'F3S qu'on connaît aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire que les trois fédérations étaient pas mal dynamiques, mais que la compétition pour s'adapter, les gains en négociation et des membres en maraudage n'avait plus de sens. La pression était tellement forte que les membres ne s'y retrouvaient même plus. La tendance poussait vers un regroupement de forces infirmières. À travers tout ça, dans les années 80, il faut quand même dire qu'il y a eu des alliances puis des actions concertées qui ont eu lieu. Pour les plus expérimentés d'entre nous, on peut se rappeler le regroupement ou le RIC ou encore le cartel qu'on appelait le COPS. Mais tous finissaient par faire cavalier seul. Une des alliances qui a quand même bien fonctionné fut de boycotter le projet de recherche nursing, ou PRN pour nos plus anciennes. On pouvait voir le tout comme une espèce de chaîne de montage Toyota où
peut-être plus Ford dans le temps, parce que les Toyota ou les japonaises dans les années 80, c'était pas ce qu'il y avait de plus fameux. Il ne faut pas oublier que cette vision ne date pas d'hier. Le PRN donnait des points pour chaque tâche infirmière, ce qui permettait, entre autres, de pouvoir mieux planifier nos tâches à effectuer, puis le temps qu'on donnait à ça. Mais il ne faut pas se le cacher, le système fonctionnait très mal, puis que ça prenait beaucoup de temps à remplir. Aujourd'hui encore, on voit une certaine similitude avec les unités techniques des INANO, puis les stats en CLSC. Puis il ne faut pas oublier que dernièrement, on a quand même eu les projets de la firme Proaction. C'est quand même drôle de voir que l'histoire s'est encore répétée. Mais à cette époque, l'employeur commençait à peine les études de temps mouvement dans le domaine de la santé. Les chercheurs de la prestigieuse Université de Montréal ne s'attendaient pas à se faire bloquer leur projet dit innovateur. Il va sans dire que les infirmières-chefs non plus, parce qu'elles appuyaient complètement ce projet. Le boycott a été assez efficace pour que ce projet soit finalement abandonné. D'abord, personne n'a voulu compléter les grilles. Ensuite, face à la pression des employeurs, les infirmières ont complété les grilles, mais avec tellement de précision que les chiffres ne faisaient aucun sens. Il a fallu doubler et tripler les équipes partout. Alors, le projet est mort de sa belle mort, mais c'est après 2 ans à y mettre beaucoup d'énergie. Il a fallu avoir beaucoup d'audace pour rejeter un bloc en bloc un projet supporté par le ministère, les gestionnaires et les chercheurs. Mais au final, on se rappellera du boycott du PRN comme l'une des premières alliances des fédérations infirmières. Quelques années plus tard, ça a tout de même contribué à la création de la FIC avec 2 I. Disons que ce petit tour d'horizon-là nous donne une idée de l'ambiance dans les années 80. Ça ne manquait pas d'action dans le syndicalisme en santé. En fait, en 87, on sort d'un maraudage d'une négociation, puis les dirigeantes des 3 fédérations voient un timing où on est capable de se parler, de se poser les questions, est-ce qu'on veut se faire une nouvelle structure, une nouvelle force en santé. Puis à ce moment-là aussi, il faut dire que l'union des forces infirmières, ça devient une nécessité parce que le membership n'arrive plus à suivre nécessairement les batailles intersyndicales, ça devient un peu du pareil au même. D'aller d'une fédération à l'autre, on dit on va regrouper notre rapport de force dans une nouvelle instance, une nouvelle force en santé. Rapidement, après 2 ans d'existence, cette nouvelle structure syndicale-là, donc on se déplace vers 89, va se lancer dans sa première négociation collective dans un contexte qui est étrangement similaire à celui d'aujourd'hui, donc avec un gouvernement qui dit qu'il n'y a plus moyen de payer. Il faut dire qu'à l'époque, le néolibéralisme économique qu'on connaît aujourd'hui comme étant une réalité inaliénable était relativement nouveau. Puis on va voir rapidement que les enjeux de la grève de 89 sont directement liés avec cette idéologie. Donc si on les regarde, vous allez voir qu'il n'y a rien que vous ne connaissez pas déjà là-dedans. Donc on parlait entre autres de meilleures compensations pour certains corps de travail, notamment le soir, la nuit, la fin de semaine. On demandait aussi une augmentation salariale de 21,5 %, mais seulement pour l'année 1989. Oui, à l'époque, il y avait de l'inflation plus qu'aujourd'hui, mais c'était énorme. C'était 21,5 %. Personne ne demandait ça. À côté, il y avait la CEQ, qui allait un jour devenir la CSQ. Eux, pour les enseignants, ils demandaient 26 % sur 3 ans. Donc, c'est pratiquement du simple au double. Et donc, c'est une demande qui était audacieuse, même en 89. Et finalement, une des grandes demandes, c'était la reconnaissance monétaire de la formation du baccalauréat pour les infirmières. Puis on avait aussi une autre demande qui nous fait penser à ce dont on parle aujourd'hui, puis depuis la dernière négo. On voulait plus de stabilité des postes, parce qu'à l'époque, 65 % du personnel infirmier travaillait à temps partiel, et on s'était donné une cible à atteindre de 55 % de temps complet. Et pour revenir sur l'échelle bachelière, c'était une demande extrêmement symbolique à ce moment. Le métier devenait une profession comme les travailleurs sociaux et les diététistes. En fait, c'était les professionnels les mieux payés en 1989. Donc, on voulait faire une coupure nette avec l'idée du travail de soins comme vocation.
briser un ghetto d'emploi pour mettre au grand jour notre profession, comme on le lisait dans le rapport du comité exécutif du Congrès de 1990. La demande d'une échelle bachelière, c'est à partir de là que la FIC, avec 2I, se donne le droit en fait de revendiquer aussi l'avancement de la pratique professionnelle. D'ailleurs, avant la grève, la FIC avec 2I avait fait monter la pression en demandant au temps partiel de retirer leur disponibilité additionnelle. Le syndicat prévoyait payer pour les pertes salariales encourues par les temps partiels réguliers. Mais pour ce faire, il fallait que les membres ne travaillent que leurs heures de base à l'horaire. Ça voulait aussi dire de ne plus attendre toute la journée à côté de son téléphone ou de son padjet pour être appelé au travail. Sans surprise, le système de santé a été bloqué pendant plusieurs semaines. La demande syndicale concernant le rehaussement des postes et la création de postes à temps complet fut clairement démontrée. Ensuite, on se remonte quelques années avant pour se remettre dans le contexte politique du Québec de ces années-là. En 82, René Lévesque décrète une baisse des salaires de 20% dans la fonction publique. L'année suivante, alors qu'on a une inflation autour de 6%, on va déclarer le gel des salaires. Ça donne un peu l'idée de l'ambiance qu'on arrive à la négociation quelques années plus tard. Il y avait aussi des questions fondamentales qui étaient sur la table, comme Joanie l'a dit. C'est la reconnaissance des compétences et la stabilisation dans nos postes qui a un impact direct là, sur la qualité de vie des professionnels en soins. La négo de 89 aussi, c'est un test de structure immense pour une fédération qui vient tout juste d'être créée, qui apprend à travailler avec ces nouveaux éléments. Le vrai enjeu, le test de structure, c'est que la FIC, en 89, elle peut disparaître à la fin de la négociation se conclut mal. Et on sait qu'au Québec, il y a des syndicats qui étaient prêts pour ce scénario, qui étaient prêts d'aller chercher ces membres qui allaient se retrouver sans syndicat tout d'un coup. Le gouvernement avait effectivement décrété des diminutions de salaire. En 85, à l'approche des négociations, le gouvernement a aussi fait passer la fameuse loi 160, qui a vraiment mené la vidéo aux syndicats. Le but, c'était de rendre impossible la grève. En d'autres mots, de forcer la paix industrielle. Le gouvernement a vraiment adopté la ligne dure avec les employés. Les conditions de travail de la fonction publique et les salaires étaient encore très bonnes dans les années 80, encore meilleures que celles du secteur privé. Mais on sait bien là, que le gouvernement a travaillé dur pour niveler vers le bas les conditions de la fonction publique. Aussi bien qu'aujourd'hui, encore bon nombre des emplois du secteur privé sont maintenant plus intéressants que la fonction publique. C'est vraiment ça le contexte qui a mené à la grève. C'était des années de guerre froide entre notre gouvernement et ses employés. Durant la préparation pour ce panel, on peut vous dire que les personnes qu'on a rencontrées avaient encore les yeux brillants, qu'on pouvait voir qu'il y avait encore des frissons face aux discussions qu'on pouvait avoir avec eux, face aux moments intenses qu'ils ont vécus, qui représenteraient la grève de 89. Il faut noter aussi qu'à cette année-là, en juin, l'entente de principe fut rejetée à 77,8%, que la VP Négo a démissionné, puis que tout le comité Négo a aussi démissionné suivant sa VP. Septembre 89, la grève débuta. À partir de ce moment, il faut imaginer les syndicats locaux courir sur les unités pour déterminer les services essentiels. Qui devait rester et qui devait sortir sur les lignes de piquetage? Le tout se décidait sur place. Le syndicat devenait un peu la liste de rappel d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on peut se souvenir que c'est le syndicat qui a donné le mot d'ordre de retourner au travail lors des fameuses régates de Valleyfield. Il faut se souvenir que Midroplan avait fini sa course dans la foule. À ce moment-là, il n'y a jamais eu autant de personnel dans une urgence et que les blessés ont été pris en charge assez rapidement. La vie des salariés à cette époque a vraiment été mise sur pause. On attendait les ordres. La grève de 1989, c'est aussi la première fois que la loi 160 est appliquée à un groupe de salariés. C'est le premier test du gouvernement de Robert Bourassa. En fait, la grève illégale de 7 jours, qui a théoriquement pour objet d'affecter le pouvoir économique de l'employeur, va coûter très cher aux infirmières et aux syndicats. C'est un coup de massue dans le mouvement syndical pour la FIC avec 2I. Perte d'ancienneté d'1 an par jour de grève, c'est la grande cure de rajeunissement des infirmières.
une perte de salaire et une amende équivalente pour avoir fait la grève, et la suspension de la formule REM finit le prélèvement des cotisations syndicales. Sur ce point, les syndicats ont été assez ingénieux pour contourner la loi 160, non seulement en ce qui concerne l'ancienneté, mais aussi pour les cotisations syndicales. En effet, si vous vous demandez à quoi peut servir la clause de caisse d'économie dans vos conventions collectives locales, eh bien, elle a déjà servi à prélever des cotisations syndicales. Elle a déjà servi à... c'est une très vieille clause. À la base, elle servait à faciliter l'épargne des salariés. Un peu comme le font aujourd'hui les nouveaux RVER du secteur privé. Mais suite à la grève, les salariés ont été invités à faire des demandes de prélèvement d'employeurs pour envoyer un montant équivalent à leur cotisation syndicale. Le stratagème a été contesté par des employeurs comme celui de l'hôpital de Saint-Sacrement à Sainte-Foy, mais l'arbitre a tranché en faveur du syndicat et des membres. Et dire qu'à la fête du travail du 1er mai 88, le premier ministre Bourassa a félicité le syndicat pour la paix industrielle qui régnait, qui, selon lui, était la clé de la relance économique au niveau du Québec. 88, en effet, était l'année où il y a eu le moins de jours de grève dans les 10 années précédentes. Un fait un peu moins connu, d'ailleurs, un peu comme la profession à l'époque. Les inhabitothérapeutes ont aussi fait une grève illégale de 3 jours en 89. Normalement, la loi 160 devait s'appliquer à eux autres aussi. Mais les établissements ne l'ont pas appliqué parce que la main-d'œuvre était trop en pénurie à tout moment. L'un des plus beaux moments de solidarité entourant la grève s'est passé tout de suite après la grève. En réponse aux demandes syndicales, des postes ont été créés pour stabiliser les équipes. Mais il faut se rappeler que les gens peuvent avoir perdu 7 ans, 5 ans, d'autres 2 ans d'ancienneté, d'autres voire rien du tout. La question était à se poser, comment avoir l'équité entre chacun. C'est là qu'est survenu l'engagement moral, où tous les membres ont pris une décision de venir signer l'engagement au bureau syndical, comme de quoi ils allaient respecter l'ancienneté réelle, comme si la loi 160 n'avait jamais été appliquée. C'est 99,99 du monde qui ont signé et qui ont respecté l'engagement moral. Celles qui refusaient voyaient leur nom et leurs photos sur les pavillons. Faut s'entendre, ça reste quelques exceptions. L'écrasante majorité des membres étaient fiers de respecter l'engagement moral envers leurs consoeurs. C'est donc le syndicat qui a géré les attributions de poste pendant 2 à 3 ans jusqu'à ce que l'employeur décide d'arrêter d'appliquer les pénalités de la loi 160 sur l'ancienneté, vu la complexité que ça apportait sur le quotidien. Mais ils l'ont fait dans le dos du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui lui a continué à appliquer la ligne dure durant des années. En sortant de la grève, la FIC avec 2I n'avait plus aucun sou dans ses coffres. Pas d'argent pour payer les loyers, pas d'argent pour payer les conseillères, aucun sou. Et comme exemple de solidarité, un autre élément fondamental, c'est l'appui de nos consoeurs du Canada qui ont prêté des millions de dollars à la FIC pour qu'elle puisse continuer de fonctionner le temps de se relever de la grève. On va faire un petit clin d'œil à Mme Linda Silas qui était avec nous durant toute la semaine. Elle provient du syndicat qui nous ont passé les sous à l'époque. Encore une fois, plusieurs syndicats québécois calculaient la disparition de la FIC comme une opportunité en or de syndiquer un groupe de professionnels majeurs. Sans ces prêts, la FIC risquait tout simplement de faire faillite. Une cotisation spéciale a alors été votée pour partager les inconvénients économiques de la grève. La cotisation devait permettre de dédommager à hauteur de 70 $ par jour ou de 10 $ de l'heure pour les membres qui avaient fait la grève. Il s'agissait de plus de 54 000 jours de grève à dédommager pour près de 22 000 infirmières. Un remboursement total de 3,7 millions de $. Pour y arriver, une cotisation spéciale a été demandée aux membres pour... Cette cotisation dépendait du nombre de jours de grève effectués. Pour celles qui avaient fait le plus que 6 jours de grève, il n'y avait aucune cotisation spéciale demandée. Pour les 17 000 membres qui n'avaient pas eu à faire la grève, le montant totalisé était de 160 $. Tout un hasard, comme la leur, 160. La solidarité et la reconnaissance de l'importance de cette grève est telle que les membres y ont payé vraiment rapidement la cotisation spéciale. Sauf quelques exceptions dont on parle trop encore aujourd'hui. Il faut se rappeler que pour suivre la gang en 1989, il fallait être solidaire et suivre le leadership syndical.
Donc, visiblement, si on est là aujourd'hui, c'est que la Fédération a survécu à son premier gros test de structure. Mais il faut dire que ça allait mal à ce moment-là. Il va se passer beaucoup de choses au début des années 90, mais le prochain grand coup d'éclat qui nous a marqué quand on a fait nos discussions avec les gens qu'on a consultés, c'est en 96 quand les délégués réunis en instance à Laval ont décidé d'aller bloquer l'autoroute 15. Vous et moi, on va se mettre en contexte. Nouveau gouvernement au pouvoir avec le même objectif, le déficit zéro. Comme fut le cas de Bourassa en 89, de M. Charest et actuellement de M. Couillard. Pour eux, la solution était simple. Il fallait venir piger dans le fonds de retraite des employés de l'État. Donc, il faut décider en instance qu'il fallait faire une action fracassante, puis ça allait débuter avec les conseillers. Nos chers conseillers ont eu l'amabilité de sortir. Ils sont allés louer des camionnettes, puis sont embarqués un peu avant Sheraton sur l'autoroute 15. Il faut dire que les 3 camionnettes en question, tous côte à côte, ont commencé à ralentir graduellement, puis à finalement s'immobiliser au complet. C'est alors la délégation qui attendait sur la voie de service de l'autoroute 15 entra. Le travail était maintenant effectué. Il faut quand même se rappeler que toute cette action s'est déroulée sur l'heure du souper. C'était quand même une belle visibilité pour ceux qui étaient pris sur l'autoroute 15. Quand on pense à tout ça, il y avait quand même un certain danger parce que à cette époque, les camionneurs, voyant la délégation s'approcher puis ainsi bloquer l'autoroute 15, commençaient à accélérer puis à passer dans l'accotement justement pour éviter de rester pris dans le bouchon monstre que venait de créer la FIC. La crainte pour l'organisation a été vraiment de l'apparence que c'était pour donner face au public puis face aux médias, mais ça s'est rapidement dissipé parce que la crainte majeure que l'organisation avait, ça ne s'est jamais avéré confirmé. Alors, vous y penserez la prochaine fois qu'on a une instance au Sheraton de Laval. C'est dans ce contexte-là qu'on arrive quelques années après à la négociation qui allait mener à la grève de 1999. Les préoccupations en 89 sont, encore une fois, en 99, sont similaires à 89, sont similaires à aujourd'hui. On parle de stabiliser les équipes, on veut plus de temps complet, on veut aussi réduire le temps supplémentaire qui, à l'époque, est loin d'être répandu comme aujourd'hui. Le gouvernement aussi vient de couper des postes. On a envoyé des milliers de professionnels en soins à la retraite. On a fermé des établissements de santé. La pression qui reste sur celles qui sont au travail est énorme. À l'approche de la grève, on va négocier des services essentiels, qui est un épisode qui est méconnu parce que ça se fait dans des processus qu'on connaît mal, mais ça a eu cette négociation-là des services essentiels en 1998 a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. L'exemple le plus frappant de cette situation est nul autre que l'ordonnance des services essentiels de 1998. Le fruit d'une négociation de 32 heures, une journée de la Saint-Jean, entre des parties syndicales, patronales et conciliées avec les services essentiels. En échange que la FIC cesse immédiatement son refus concerté d'effectuer du travail en temps supplémentaire, l'ordonnance amenait 3 mesures à court terme. Premièrement, l'affichage de postes vacants pour stabiliser les équipes de base. Deuxièmement, que les partis locales recherchent immédiatement et de manière paritaire d'autres solutions pour diminuer le recours systématique au TS. Troisièmement, que le ministère débloque immédiatement les budgets de formation alloués pour 1988 et 1989 afin d'accélérer la formation des infirmières. D'autres mesures à moyen terme ont aussi été ordonnées. Entre autres, les partis locales étaient conviés en septembre à faire un examen conjoint de l'organisation du travail pour stabiliser la charge de travail des infirmières et diminuer leur précarité d'emploi. Un groupe de travail national examine de meilleures solutions pour redresser la situation. Ce comité aurait le mandat de doter le réseau d'une démarche de planification stratégique des effectifs
de l'organisation du travail et du développement des ressources humaines dans l'esprit de proposer des mesures favorisant l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre. Finalement, l'ordonnance prévoyait un mécanisme accéléré de règlement des plaintes de faire d'autres tâches en ajoutant une personne ressource qui serait nommée rapidement après le dépôt d'une telle plainte. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Anthony. C'est quand même assez hallucinant de voir comment que les choses se sont dégradées et que les mêmes problématiques surviennent encore aujourd'hui et que les solutions trouvées à cette époque qui n'ont pas été mises en place par le gouvernement, même après 30 ans. Dans tous les cas, la FIC a quand même tenté diverses tactiques, dont un recours juridique pour outrage au tribunal pour tenter d'obliger l'employeur à respecter les services essentiels en dehors des conflits. Question qu'on ne trouve pas plus d'employés pendant la grève qu'en temps normal. Malheureusement, on pouvait donner suite au recours justement car les services essentiels étant une loi s'appliquent en temps de grève seulement, bien entendu. 21 juin 1999, la grève fut proposée par la délégation en ouverture de conseil fédéral et non pas par l'exécutif. Moins de 5 minutes de débat plus tard, une grève générale illimitée à la débuter. Ce fut une surprise pour avoir connu la grève de 89. Des consultations avaient eu lieu par le passé pour mettre en place un fonds de grève, mais le tout ne s'était pas concrétisé. On croyait surtout pas retourner en grève, mais voilà, le conflit de 99 allait débuter pour une durée de 23 jours. Comme la FIC2I n'avait pas de fonds de grève, on a pu compter à nouveau sur la contribution du syndicat infirmier canadien de Mme Silas. Nous avons ainsi réparti l'impact économique de nos membres dans le même esprit de solidarité. Une cotisation spéciale fut également aussi votée en lien avec l'adoption d'un document, le partage de la perte de salaire, un geste de solidarité entre nous. Ce fut le fameux 440 $ qu'on peut encore aujourd'hui entendre parler par nos plus anciennes. Avec cette deuxième frappe de la loi 160, les infirmières devenaient le groupe de travailleuses le plus durement pénalisé pour l'exercice de ses droits collectifs au Québec, et ça depuis des décennies. Alors, la question des services essentiels, on le voit, ça revient souvent quand il est question de conflit de travail dans la santé, que ce soit avec l'outrage au tribunal, que ce soit avec l'antigrève en 78. On est toujours dans cette même idée de démontrer qu'il y a une incohérence d'avoir plus de gens dans le milieu de travail pendant une grève qu'en temps normal. Et il faut dire qu'en 99, quand on va voter la grève, tout le monde sait que la loi 160 existe, tout le monde sait que la loi 160 va être appliquée aussi durement. On est juste 10 ans plus tard, il y a des gens qui ont vécu 89, qui vont vivre aussi 99 et qui vont voter pour cette grève-là malgré tout. Par contre, il y a un fait qui est extrêmement intéressant et qui est important de souligner, c'est que la pénalité concernant l'ancienneté ne sera pas appliquée par le gouvernement en 99. Le gouvernement, évidemment, ne voulait pas se rembarquer dans une situation où on vous a parlé tantôt de l'engagement moral.